comme. Et le fine-tuning en pratique en utilisant un peu l'écosystème de Hugging Face. Et si le temps nous le permet, on va un peu parler de Onslaught, qui est une librairie que j'ai découvert récemment et qui a été sortie récemment un peu qui va permettre d'optimiser en fait le fine-tuning des large language models. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est on peut faire un NVIDIA SMI pour voir un peu les contraintes. Donc là, on est sur un Google Colab. On utilise le T4, qui peut être utilisé pour la version gratuite en fait de Google Colab. Mais je pense que vous avez 12 heures de temps, comment dire, pour l'utiliser en fait par jour. Donc c'est ce qui peut un peu limiter l'utilisation de la version gratuite, mais sinon vous pouvez reproduire ce notebook là. Donc pour commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, connu sous le pseudonyme Von Neumann sur des plateformes comme Uniface et GitHub. Je suis machine learning engineer à Vertipol avec un focus sur tout ce qui est NLP. Et principalement, je travaille avec deux types de modalités, des données audio et des données textuelles. Et dans mon travail au jour le jour, j'utilise les large language models. Et une des tâches que je dois effectuer parfois, c'est le fine-tuning de ces LLM-là. Donc, comme introduction, on peut parler des modèles de base. Donc, comme vous le savez, il y a des modèles de base comme le Mistral 7B, comme Llama. Donc, on les considère comme des modèles de base. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prédisent en fait le prochain token dans une séquence. Mais cependant, ça n'en fait pas des modèles qui sont particulièrement utiles pour être des assistants en fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'on utilise l'instruction tuning pour aligner les réponses de ces modèles de base-là avec ce qu'on attend. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de fine-tuning. Il y a le supervised fine-tuning, le SFT. Donc, les modèles sont entraînés sur un ensemble de données d'instructions et de réponses. Parfois, si vous voulez, questions-réponses. Donc, il va essayer d'ajuster les poids du LLM pour minimiser la différence entre les réponses générées et les réponses, on peut appeler les réponses cibles, qui vont être considérées comme des labels. Et il y a aussi une deuxième technique qui est le reinforcement learning from human feedback, où les modèles apprennent en interagissant avec un environnement et en recevant des feedbacks. Ils sont formés donc, pour maximiser un reward signal et utilisent l'algorithme appelé PPO. Donc, parfois aussi, on voit que parfois, ils utilisent aussi le DPO qui est beaucoup plus facile à implémenter et va demander, disons, beaucoup moins de données pour pouvoir aligner ces modèles. Mais ça, disons que c'est un peu out of scope de cette présentation. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le SFT, le Supervised Fine Tuning. Et voilà, cette présentation-là, voilà. Là, on peut voir que on va nous présenter d'abord le modèle pré-entraîné. Donc là, c'est la première phase, en fait, pour créer le modèle de base. On va donner à notre modèle beaucoup de texte, disons l'ensemble de Wikipédia. Et le modèle va en fait apprendre à deviner le token qui va suivre. Donc ça, c'est la phase de pré-entraînement. Et en général, c'est fait avec... il y a peu d'entreprises dans le monde qui ont la capacité de le faire. Et Mistral fait partie de ces quelques chances-là, qui ont les GPU et le savoir-faire pour le faire. Donc, l'objectif, c'est du self-supervised learning. L'idée, c'est on va donner à notre modèle beaucoup de texte et il va prédire en fait le mot suivant. Il y a aussi d'autres qui vont utiliser une autre tâche qui est le masked language, c'est-à-dire qu'on va masquer certains mots de manière délibérée. Et suivant le contexte, on va demander à ce que le modèle prédise quel est le mot masqué. Donc, ça, c'est pour la phase de pré-entraînement et qui va résulter à notre modèle de base, comme Mistral 7B ou Llama 3. Et après, il y a une autre phase d'instruction tuning avec ce qu'on va appeler, on va utiliser ici un instruction dataset. Donc, c'est un dataset qui est composé d'instructions et de réponses. Et on va faire ce qu'on va appeler le supervised fine tuning d'abord. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, on va faire le reinforcement learning from human feedback. Et c'est en faisant ces deux phases-là de fine-tuning qu'on va obtenir un modèle de chatbot de type GPT 3.5 qui est utilisé sur ChatGPT. Donc,
Dans notre cas, ici, nous effectuons un SFT. Mais bon, il y a une question qui se pose en fait. Donc, pourquoi on va faire un fine-tuning et pourquoi est-ce que ça fonctionne en premier lieu? Donc, il y a pas mal de papers qui ont été sortis et qui montrent en fait l'efficacité du fine-tuning. L'une d'eux s'appelle Orca. Donc, nous devons comprendre que le fine-tuning exploite les connaissances acquises durant le processus de pré-entraînement, durant le pre-training. En d'autres termes, un fine-tuning ne va pas être d'une grande utilité si votre modèle n'a jamais vu le type de données qui vous intéresse en fait. Donc, il est beaucoup plus recommandé en fait de faire un fine-tuning si le modèle de base que vous utilisez a déjà utilisé une langue qui est similaire ou a déjà vu ce type de données-là. Donc là, vous allez avoir plus de chances d'avoir, comment dire, un modèle de qualité après avoir fait le fine-tuning. Autre chose aussi, c'est que la qualité des données est un enjeu très important, donc il va falloir veiller à ce que l'instruction dataset qu'on va utiliser soit un jeu de données de très grande qualité. Et il a été prouvé aussi en termes de performance qu'un modèle qui a été fine-tuné, disons, sur, enfin, un jeu de données qui a été fine-tuné sur un modèle de 7 milliards de paramètres, par exemple, va avoir des performances qui sont égales à GPT-4 ou même mieux parce qu'il a appris sur ce qu'on va appeler des downstream tasks, c'est-à-dire des tâches qui sont vraiment spécifiques. Et pour vous donner un ordre d'idée de ça, bon, on peut utiliser ce qu'on va appeler le OpenLM Leaderboard, qui est en fait un leaderboard qu'on utilise un peu pour classer les modèles. Et là, vous pouvez voir que, bon, on a des modèles avec des différents nombres de milliards de paramètres. Donc, si on prend juste les modèles de moins de 7 milliards de paramètres, vous allez voir que voilà, la plupart de ces modèles-là, en fait, sont des modèles fine-tunés de Mistral, en fait. Par exemple, si on clique sur celui-là, on voit même qu'il utilise un slot. Donc, lui aussi, il utilise une version quantisée de Mistral. Bon, apparemment, récemment, ils ont sorti une V2 de leur modèle de base, appelé un hackathon à San Francisco. Donc, vous pouvez voir que, voilà, avec ce leaderboard-là, c'est la preuve que le supervised fine-tuning peut nous aider, en fait, à améliorer un peu notre modèle. Et voilà, donc, avant de commencer, bon, voici les librairies qu'on va utiliser. D'abord, la librairie Transformer, la librairie dataset pour importer notre dataset, la librairie Accelerate, PFT pour Parameter Fine-Tuning dont on aura besoin, le TRL, Transformer Reinforcement Learning, et Bits and Bytes qu'on va utiliser en back-end pour faire de la quantisation, et Weights and Bytes pour on peut visualiser en fait notre entraînement. Donc voilà, là c'est là où on va importer nos différents livres. Et donc on va arriver en fait à un problème qu'on doit rencontrer, c'est le full fine tuning en fait. Donc là on a un modèle de 7 milliards de paramètres que l'on veut fine tuner sur un T4 avec 16 Go. Donc le Mistral 7B est juste comme modèle de base et qu'on doit charger en full precision ou en half precision, c'est dans les 28 Go. Donc, on ne peut même pas en fait stocker le modèle de base juste sur la version gratuite de Google Colab. Donc, on ne va même pas parler de fine-tuning. Donc, on va essayer de voir un peu, bon, qu'est-ce qui rend ce full fine-tuning-là de Mistral si cher. Si on prend par exemple juste les poids, on a besoin de 2 bytes par wheel et de 2 bytes par gradient. Donc, ça, c'est des estimations. Et de 12 bytes pour juste l'optimizer AdamW qui va utiliser du full precision. Et donc avec un total de 6 bytes pour chaque paramètre entraînable. Donc si on fait la multiplication en fait, on se retrouve avec 112 Go de VRAM dont on a besoin pour faire le full fine tuning. Donc à moins que vous ayez un cluster de GPU, ce n'est pas raisonnable.
Et il y a aussi un autre problème qui peut arriver avec le full fine-tuning, c'est le catastrophic scripting. C'est-à-dire qu'on va donner à notre modèle de base un nouveau jeu de données, on va lui faire entraîner, on va l'entraîner entièrement, mais il va en fait perdre cette capacité-là de généraliser, parce qu'il va un peu oublier ce qu'il avait appris lors du entraînement. Donc, on ne veut pas de ça. C'est pour cela que, bon, les chercheurs ont créé pas mal de techniques qui existent. On parle de paramètres efficient fine-tuning. Donc, il y en a plusieurs. Et chaque technique, en fait, a sa spécificité. Et disons, c'est juste une façon de faire qui est différente, en fait, pour chaque technique, pour chaque façon de faire du fine-tuning. Et parmi ces techniques-là, bon, il y a LoRa, qui ici va nous intéresser. Et de toutes ces techniques-là, on a vu que les articles de recherche qui étaient le plus performants. Et quand on faisait de l'expérimentation avec aussi, on voit que il y avait de bonnes performances avec LoRa. Mais il faut garder en tête qu'il y a d'autres techniques en fait de fine-tuning qu'on peut utiliser. Donc, on peut aller s'attaquer directement à LoRa. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question dans le chat, toi. Ok. Je ne peux pas calculer le modèle d'IA cette vidéo, étant donné que le modèle de base est déjà de transmission. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien entendu. Pourquoi fine-tuner le modèle? Pourquoi fine-tuner? Voilà, si le modèle de base est déjà de transmission. Ok, pourquoi fine-tuner? Déjà, l'idée de, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a un modèle de base, ce qu'il fait, c'est juste faire une export prediction. Et parfois, on peut avoir des modèles qui ont été déjà aussi, sur lesquels on a déjà fait de l'instruction tuning. Mais on se rend compte que pour des domaines spécifiques, comme les domaines médicaux, la finance, ou certains, vraiment, il faut vraiment que le modèle se spécialise. Quand on pose ces questions-là au modèle de base, ils n'arrivent pas à répondre en fait, ou ils vont halluciner au lieu de répondre vrai. Et c'est dans ces cas-là en fait que le fine-tuning est important, parce que on veut que le modèle soit capable en fait de répondre comment dire, aux questions que je lui pose, suivant un contexte qui s'adapte en fait à mon jeu de données. Et donc c'est dans ce cas-là qu'en fait qu'on fait en fine-tuning. Mais sinon, pour les usages de manière générale, si le modèle, si en fait les résultats que vous donne le modèle vous satisfont, donc je pense que le fine-tuning n'est pas nécessaire. Mais sinon, bon, si c'est vraiment des domaines très spécifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, des domaines médicaux, la fiscalité, là, il faut véritablement fine-tuner ou utiliser le RAG. Mais voilà, le fine-tuning, c'est un peu pour ça, en fait. Donc là, on en arrive, en fait, à LoRa, en fait. Donc, l'idée ici, c'est, on a vu que faire un full fine-tuning, ce n'est pas très réaliste et ça comporte beaucoup de problèmes. Et donc, une équipe de chercheurs de Microsoft, je pense, a créé la technique LoRa. Donc, l'idée, c'est, au lieu de faire un fine-tuning en fait sur l'ensemble des poids, on va geler en fait le modèle. On ne va pas faire de backpropagation dessus. Au lieu de ça, on va utiliser deux autres matrices approximer en fait la matrice de base. Et donc ici, on va utiliser des rangs et on va utiliser le rang le plus petit possible. Et pour illustrer ça, bon, on peut par exemple revenir ici. Bon, là, c'est un peu l'équation qui va permettre d'illustrer ça. On a Y égale à W plus AB. Et si on prend un exemple, par exemple, si on a une matrice M fois N, avec M étant égal à 1000 et N égal à 5000, donc on se retrouve avec 5 millions de paramètres. Mais disons qu'on utilise un rang de R égale à 5, par exemple. Donc on se retrouve avec deux matrices plus petites de M fois R. Et on voit que ça fait 5000 plus 25 000 en fait, paramètres. Et l'addition, ça fait 30 000. Ce qui fait moins d'1% en fait, des paramètres d'origine. Donc ça, vous le scalez en fait, comment dire, par rapport aux LLM qui font dans les 7 milliards, 13 milliards, dans les 110 milliards même. On se retrouve avec peu de paramètres à entraîner. Donc c'est efficient. Et voilà, on peut en fait l'utiliser sur des GPU, des consumer GPU, comme ici on est en train d'utiliser sur un T4. Donc les quelques avantages que ça rapporte, c'est que voilà,
LoRa va rendre le fine-tuning plus efficace, donc en réduisant considérablement le nombre de paramètres pouvant être entraînés. Et les poids pré-entraînés d'origine sont conservés. C'est-à-dire que, voilà, j'avais parlé du problème du catastrophic forgetting. Ici, le modèle va garder sa capacité de généralisation, mais on va y ajouter d'autres savoirs qu'on a obtenus en entraînant en fait, les adapteurs. Et aussi, LoRa est compatible avec d'autres techniques de fine-tuning qu'on peut utiliser avec. Et on voit que les performances des modèles fine-tunés à l'aide de LoRa sont comparables en fait aux modèles sont entièrement fine-tunés. Donc c'est un peu ça. Ouais. Comment bien Comment bien choisir le rang? Bon, il y a toute une. Je dirais que c'est de manière expérimentale en fait. Il y a souvent, on nous donne dans les actes de recherche, ils nous disent que parfois c'est 1, 2, parfois 8. Mais je pense que ça dépend. En fait, tu vas juste voir ce qui a été fait dans la littérature et tu vas l'adapter par rapport à ton jeu de données. Si ça ne te satisfait pas, bah, tu veux toujours, le modifier. Par exemple, pour Culora, il y a un intervalle qui a été donné entre 8 et 256, je pense. Et en général, c'est quand tu vas au-delà de 64, quand tu utilises un rang qui est au-delà de 64, c'est que tu veux vraiment changer en fait la façon de comment le modèle de base fonctionne. Donc, je pense que ça dépend un peu de ton use case et de ce que tu veux faire en fait. Ok. Et... Ouais, c'est un hyperparamètre avec lequel tu peux jouer, quoi. Donc là, on en vient à Culora. Donc, on a vu que le full fine-tuning, on peut le faire, ça marche, mais ça comporte des problèmes. On a vu aussi qu'on peut utiliser LoRa. Mais il y a une autre technique encore qui est venue, en fait, en disant que LoRa, c'est un peu LoRa 2.0. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quantiser, en fait, les poids qu'on va entraîner. Et la quantisation, en fait, c'est juste l'idée de réduire un peu la précision, en fait, de nos poids. Au lieu de les utiliser sur du 32 bits ou du 16 bits, les utiliser sur du 4 bits. Donc, on va réduire la précision. Mais ils ont utilisé, en fait, un data type qu'ils ont appelé le 4-bit normal float. Donc, l'idée, en fait, c'est que les types de données optimisées, en fait, exploitent la propriété de distribution normale. C'est-à-dire que les valeurs des poids respectent, en fait, une distribution normale. Et que voilà, on peut juste utiliser du 4-bit normalization pour effectivement ne pas perdre en fait en utilisant ce data type là, on va pas perdre en fait on va réduire en fait la précision, mais on va pouvoir avoir de bonnes performances. C'est un peu ça l'idée. Il y a aussi la double quantization qu'ils ont introduit. L'idée c'est de quantiser des constantes en fait qui ont déjà été quantisées pour gagner un peu plus en mémoire. Et il y a aussi les PJ de Optimizer. Donc, si c'est juste une technique en fait qu'ils ont utilisée pour, encore une fois, optimiser le GPU NVIDIA. Donc, c'est un peu ça en fait l'idée. Et donc, nous ici, on va, après avoir vu le full fine-tuning, LoRa et QLoRa, on va essayer de voir comment on peut, en utilisant Mistral 7B, on va pouvoir fine-tuner sur un dataset open source en français. Qu'en est-il? La perte d'information. Non, en fait, il y a un processus de dequantization quand on fait la backpropagation. Donc, il n'y a pas forcément une perte d'information, en fait. Comme je l'ai dit, il y a une distribution normale que l'ensemble des poids de notre matrice va utiliser. Et donc, ce NF4-là, c'est justement pour ça, en fait, qu'on l'utilise. C'est pour ne pas perdre d'informations. Que signifie? Réduire la précision. Disons que par exemple, bon, je vais donner un exemple de pi par exemple. Donc pi, on sait que c'est un nombre décimal et que si on devait le représenter en 32 bits, on peut avoir plusieurs décimales après 3. Donc si on le représente avec du half precision, avec du 16 bits,
on va se retrouver avec moins de décimales après la virgule. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on sait toujours que c'est pi, mais on ne va pas pouvoir le représenter avec tous les décimales, en fait. Et les poids des matrices, en fait, dans les modèles de deep learning en général, c'est des floats. En général, c'est des floats. Donc, on se dit que on peut compresser cette information-là sans la perdre, en fait. Et donc, la quantization, c'est juste ça. C'est l'idée qu'on peut gagner en, comment dirais-je, en GPU, comment dirais-je, en mémoire, en compressant l'information. On va réduire un peu l'information. On ne va pas avoir le décimal dans son entièreté. Mais on sait toujours que c'est le nombre, en fait. Et parfois aussi, ils vont effectuer ce qu'on va appeler comment dirais-je, en nombre pour scaler le truc. C'est-à-dire qu'ils vont le multiplier par un nombre. On va le voir après en jouant avec les paramètres de R et de alpha. Donc, ce scaling factor-là, c'est alpha sur R qu'ils vont utiliser aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est de gagner c'est de compresser, c'est de gagner en mémoire, tout sans perdre en information, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ouais, mais on perd, mais après, je veux dire, en termes de performance, c'est presque comme si on faisait du. Ouais. Ouais. Ok. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Donc, voilà, après avoir installé les différents packages dont on a besoin, et comme on a un peu vu la théorie derrière, tu l'auras, et comment on fait le fine-tune. Donc là, ce code-là, c'est pour se loguer en fait sur Hugging-Face. On a besoin d'un token que l'on doit aller chercher sur Hugging-Face, donc il est juste là à peu près. Là, c'est l'access token qu'on va mettre là pour pouvoir se loguer et utiliser les modèles. Bon, je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais en tout cas, c'est recommandé. Et si vous voulez utiliser vos propres modèles que vous allez fine-tuner ou les adapteurs, c'est à utiliser. Donc là, on va définir notre base model qui est. Juste ça, par rapport au problème ici, voilà, ils ont donné quelque chose sur la je pense que c'est la clé là. Oui, en fait, je l'avais défini ici comme secrets, mais je ne sais pas pourquoi quand j'exécute, on me demande toujours en fait de me loguer. Je l'avais ajouté ici comme sur Kaggle, sous forme d'un secret où je mets le token. Mais quand je charge le modèle, ils me disent qu'ils n'ont pas vu de token en fait. Et c'est ce qui est bizarre. C'est pour cela que j'ai écrit le code. Mais tu as raison en fait, ce n'est pas très recommandé en fait. Parce que celui qui a accès à votre token a accès à vos modèles sur Hugging-Face. Donc il faut faire attention avec ça. Et voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. Je l'avais défini comme secret, mais ça n'a pas marché. Anyway, vous pouvez aussi le stocker dans votre machine au cas où. Donc là, voilà, on va utiliser le base model et on va définir en fait les paramètres pour charger le modèle en 4 bits. Donc là, c'est un peu pour ça. Là, on va utiliser Bits and Bytes qui a été créé, je pense, par le créateur de Cullora. Donc là, l'idée, c'est de charger le modèle en 4 bits. Et voilà, la double quantization dont on parlait tout à l'heure, on peut le mettre à true, si vous voulez aussi à false. L'idée, c'est juste en fait de quantiser les paramètres constants qui ont déjà été quantisés pour gagner un peu plus en mémoire. Et voilà, aussi, voilà, on va utiliser NF4, le data type NF4. Et bon, le compute type, ici, c'est du float 16. Et ici, après, on vient pour charger le modèle. Donc, on utilise AutoModel for Causal LLM. On charge le base model. On demande en fait au device de deviner pour nous en fait de manière automatique en fait où se trouve le GPU. Et là, c'est voilà, on définit en fait les configurations pour charger le modèle en 4 bits. Donc, bon, là, c'est juste du code pour désactiver le cache et économiser de la mémoire. Là, c'est pour faire comprendre un peu à notre modèle qu'on utilise le GPU. Ici aussi, il y a une autre subtilité, c'est le token de padding. Donc ici, on va charger le modèle.
Ça, je pense que c'est un peu spécifique au large language model. C'est de définir un peu le token de padding comme le end of sequence token, qui est le token de fin en fait, et définir le padding à right. Bon, là aussi, vous allez voir des gens utiliser padding left. Véritablement, je pense que voilà, chacun il va, comment dire, de la manière dont il le sent. Et aussi, il faut définir un peu le max sequence length. Bon, là, je vais donner à 1024 parce que notre dataset ne dispose pas de temps de ça, de token. Donc là, c'est le max sequence length qu'on doit définir, qu'on va utiliser après pour les paramètres d'entraînement. Toujours faire un NVIDIA SMI. Voilà. Donc là, on va un peu parler du système Alpaca, le système de chat ML d'Alpaca. Donc ici, on va d'abord définir un système prompt où on va lui dire tu trouveras ci-dessous une instruction décrivant une tâche, etc., etc. Et l'idée, en fait, c'est qu'en utilisant un système prompt, ça va nous permettre un peu de guider notre LLM. Donc, c'est pour cela qu'on utilise ces phrases-là. C'est très, très longue phrase. Donc, on va essayer un peu comment dire, de guider en fait le large language model pour qu'il effectue la tâche qu'il veut, dont on a besoin. Et derrière, bon, là, on utilise un dataset qui est sur le format Alpaca, qui est un format qui est spécifique, qui est un peu différent, disons, du reste. Là, il va utiliser une instruction. Il va prendre un input et derrière, il doit générer une réponse. Donc là, c'est la réponse qu'il doit générer. On va le voir plus tard, en fait. Et ici, voilà, faut définir un beginning of sequence token qui va déterminer en fait le début de notre texte et un end of sequence token qui va définir en fait la fin de notre texte. Et derrière, voilà, on va regrouper tout cela derrière dans une seule colonne qu'on va appeler la colonne texte. Donc ça, c'est le code un peu pour faire ça. Et voilà, modéler un peu notre texte sous format Alpaca. Donc là, c'est un code pour tester en fait le modèle de base. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir pourquoi faire un fine-tuning. Il faut toujours commencer par lui donner en fait ton texte et tu vas essayer de voir en fait qu'est-ce qu'il te génère. Et derrière, après avoir fait le fine-tuning, tu vas lui redonner en fait ce même code-là pour qu'il te génère du texte. Et là, tu peux comparer en fait. Toi, tu peux comparer. Est-ce que le fine-tuning que j'ai fait m'a apporté en fait ce que je voulais par rapport au modèle que j'ai. Donc là, c'est une façon en fait d'utiliser le format. Voilà, je te donne un exemple du dataset qu'on a utilisé. Donc là, l'instruction, c'est explique pourquoi la fraction suivante équivaut à 1 quart. Et il lui donne en fait un input qui est 4 sur 16. Et maintenant, voilà, le modèle, en partant de toutes ces informations-là qu'il a, il doit être capable en fait de nous générer une réponse. Et en expliquant pourquoi en fait cette fraction-là équivaut à 1 quart. Mais il faut savoir que parfois aussi les large language models ont des difficultés aussi sur des problèmes de maths un peu basiques. Donc, ce n'est pas étonnant que vous verrez des questions de ce genre-là dans le dataset d'instruction. Donc là, on en vient à la préparation de notre dataset. Donc, nous allons utiliser ce dataset-là qui utilise le format Alpaca. Donc, voici le dataset. Je l'ai utilisé parce que c'est un dataset qui parle en français. Donc, ça, c'est un format possible pour l'instruction dataset. Parfois, vous allez voir des formats où c'est juste 2 colonnes, instruction et réponse. Et où on va, comment dire-je, le saisir là va être intégré dans l'instruction. Donc, pas besoin de 2 ou de. On a juste besoin de 2 colonnes et pas de 3 en fait. Le input est intégré à l'instruction. Donc, c'est un dataset, je pense, de 52 000 lignes, ce qui est énorme. Donc, nous, ici, on va le charger en disant, voilà, donne-moi juste les 1000 premières lignes de ton jeu de données, utilisant le frame.
Ensuite, là, on peut visualiser ici. Donc là, j'ai supprimé la colonne index level parce que ça nous donnait juste l'information de on est sur quel index en fait. C'est le code pour le faire. Et voilà, j'ai essayé un peu de renommer les différentes colonnes. La colonne saisie, il y avait un intervalle en fait. Je l'ai renommé à input, ce qui est beaucoup plus fréquent en fait. Et après, bon, ce petit data preparation, on se retrouve avec 3 colonnes, instruction, input et output. Et on a 1000 observations en fait de texte. Et là, on va utiliser le mapping. On va essayer de mapper, d'utiliser la fonction qu'on avait définie plus haut, qui est là. Donc, cette fonction-là va regrouper l'instruction, l'input et l'output, comme dans le texte en fait, avec le token de démarrage et le token de fin, le sequence token. Et voilà, là, on peut le visualiser avec, bon, juste en utilisant l'index 6 pour un peu visualiser. Donc là, on voit qu'on a le token le BOS token. Ici, on a notre système prompt. Tu trouveras ci-dessous une instruction décrivant une tâche. Donc, écrit, voilà, ça, c'est le système prompt. Là, c'est l'instruction, en fait. Donc, explique pourquoi la fraction suivante équivaut à un quart. Et ensuite, voilà, on lui donne un input qui est de 4/16e. Et voilà la réponse attendue, en fait. Et vers la fin, il a son token de end of sequence token qui va lui dire de s'arrêter là, en fait. Et voilà, là, c'est la partie où on va appliquer LoRa, en fait. Donc, on va commencer par le rang, qui est R égale à 16. Donc, vous allez voir des gens utiliser R égale à 32, R égale à 64. Mais je pense que 16 et 32, c'est de bons intervalles en fait, qu'on peut utiliser, à moins qu'on soit dans des cas extrêmes où on veut vraiment en fait, changer carrément le comportement de notre modèle de base. Donc, sur le paper de Cullora, comme je disais tout à l'heure, l'intervalle qui est recommandé, c'est entre 8 et 256. Donc, au-delà de 64, c'est que vous voulez véritablement vraiment changer carrément le comportement de votre modèle de base et apporter des connaissances nouvelles. Donc, il y a aussi un autre hyperparamètre qui est hyper important, qui est le LoRa alpha. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va permettre de définir en fait le scale factor qu'on va utiliser, qui est de l'ordre de alpha sur R. Chose qui est un peu bizarre avec cet hyperparamètre, c'est que dans le paper de Cullora, il est défini à 1 quart. Bon, moi, j'utilise en général LoRa alpha égale à 2R, c'est-à-dire que quand le rang qui est égal à 16, le LoRa alpha, je préfère le définir à 32, c'est-à-dire 2R. Vous voyez les gens, encore une fois, utiliser le même R en fait. Donc, quand R est égal à 16, donc ils définissent LoRa alpha égal à 16. Si vous voulez aussi, vous pouvez le laisser par défaut. Je ne sais pas, par défaut, c'est défini en combien dans le LoRa config. Mais en général, véritablement, c'est. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de règle générale en fait. Chacun il va de sa manière en fait. Après, bon, on va définir aussi le dropout pour de la régularisation. C'est un peu d'éviter le overfitting. Et là, bon, c'est la tâche qui est du causal LLM. Et voilà, là, c'est le target modules. Donc ici, l'idée, c'est de cibler les layers linéaires en fait, qui sont dans le feed-forward network du transformer. Donc ça, c'est les layers auxquels on doit s'attaquer. Là aussi, vous voyez les gens utiliser juste Q et V en fait, sans définir tout ça. Mais en général, c'est les layers sur lesquels on s'attaque. Donc ça, c'est les hyperparamètres qu'on peut définir. Et là, c'est pour les configurations de LoRa. Après, on va préparer notre modèle pour appliquer LoRa, en fait, les configurations qu'on vient de définir. C'est le code pour le faire. Et là, on peut visualiser un peu. Ouais. Comment choisir les target modules? Bon, en général, on choisit juste les layers linéaires en fait. Et ça, ce sont les layers linéaires en général.
Les layers linéaires, en fait. Linear layers dans le transformer. Donc, c'est cela qu'on définit en général. Vous allez voir des gens utiliser juste le Q ou le V, en fait. Donc voilà. En général, c'est ce qu'on utilise. Pourquoi ça? À quoi ça correspond? Ça correspond au layer linéaire dans le feed-forward network ou bien? Ouais. Ouais, ce sont des couches spécifiques sur lesquelles on s'attaque en fait dans le transformer. Donc je disais que voilà, après avoir défini les configurations de LoRa, donc c'est le code qu'on utilise parfois. C'est le code qu'on utilise pour préparer en fait le modèle. Et ok, là on va là c'est juste le new model. Et là c'est les différents arguments en fait de notre qu'on va utiliser pour l'entraînement. Donc on doit définir un ordre pour dire quel est le result. Donc c'est là où on va stocker en fait les différents checkpoints de l'entraînement. Il faut aussi définir un training epoch. Donc ici je lui ai donné la valeur 2. Donc notre modèle va voir l'ensemble des jeux de données 2 fois en fait. Donc c'est ça un peu l'époque. Et il faut aussi définir le train et le per device train batch size et aussi l'évaluation. Donc là, il y a une petite subtilité en fait, c'est que si vous allez dans la documentation de Inface, on a tous, je pense qu'une fois essayé d'entraîner ou de fine-tuner un modèle et on a rencontré le problème QDA out of memory. Donc, une façon un peu d'éviter cela, c'est de donner une valeur, disons, un peu minime du per device train batch size. Parfois même, vous pouvez le donner la valeur 1 en fait, s'il le faut en fait, si ça peut vous permettre d'éviter le QDA out of memory. Et il y a aussi le gradient accumulation step. Donc, si celui-là, vous pouvez donner la valeur 4 en fait. Et vous pouvez définir une stratégie d'évaluation qui va appeler steps. Un autre hyperparamètre qui est hyper important, c'est l'optimizer. Donc, tout à l'heure, on a parlé de quantization. Donc, celui-là, en fait, c'est du Adam W, mais en utilisant du 8 bits. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus adapté pour ce type de modèles qui ont été quantisés à du 4 bits. Et un autre hyperparamètre qui est important, c'est le learning rate. Donc, il va définir en fait à combien de, qui va un peu définir en fait le nombre de fois où on va apprendre, notre modèle va apprendre. On peut le définir, on peut lui donner une valeur très petite, comme ici, de exposant -4. Et voilà le scheduler type qui est, bon, là aussi, il y a certaines personnes qui vont utiliser du cosine, d'autres du linéaire, donc c'est pas très clair en fait. Et est-ce qu'ils sont choisis de manière aléatoire? Non, pas totalement aléatoire en fait. C'est-à-dire que si tu peux te permettre, si tu veux de donner ton training epoch à 3, tu peux te permettre de refiter en fait, si tu veux. Tu peux le définir à 3 ou juste parfois à 1. Mais en général, il est recommandé en fait. Je dis juste en fait les recommandations de ce que j'ai lu en fait sur la documentation de Inface. Une façon en fait d'éviter le QDA out of memory, c'est vraiment de jouer avec les per device train batch size, donner des valeurs assez faibles, disons de 1. Parce que bon, en général, on lui donne la valeur 8. Mais si tu veux éviter en fait le QDA out of memory, mieux vaut lui donner une valeur qui est de l'ordre de 1 ou de 2 et augmenter un peu la gradient accumulation step. Donc, il y a aussi d'autres hyperparamètres sur lesquels tu peux jouer, qui sont le gradient checkpoint, que tu peux définir en tout, et aussi le FP16 égal à tout.
Le dernier, en fait, ça dépend un peu de ton GPU. Celui que j'ai dans ma boîte ne supporte pas, je ne sais pas pour Colab. Donc voilà, ça c'est un peu les hyperparamètres sur lesquels tu peux jouer. Mais ce n'est pas défini à l'avance en fait. Le gradient accumulation step. Je vais oublier là. Imaginons qu'on est en max-size de groupe, et qu'on n'a pas assez de ressources. L'objectif ici, c'est de diviser notre max-size en deux. Mais maintenant, on va accumuler l'internet, c'est-à-dire en gros de faire forward, de faire une back operation. On ne va pas changer les poissons, on va l'accumuler et on va attendre. On ne va pas changer les poids. Ouais. On ne va pas faire une mise à jour des poids. On va attendre le deuxième back operation, on est l'ensemble des poids, puis on fait mise à jour. Ouais. Ce qui fait que quand on diminue les vertices, on peut compter, ouais. Ouais, certainement. Donc, ouais. Où est-ce que c'est la story? C'est la combinaison, c'est la story. Parce que j'imagine que pour réduire la taille du match, c'est pour justement libérer l'accès de généralement à partir du match. Si on fait toujours de l'accumulation, c'est rare. Toujours au niveau du moment. Parce que, en fait, ce qu'il faut essayer, c'est que, quand par exemple, on mange les vertices, peut-être notre machine ou notre système n'a pas assez de puissance pour faire la mise à jour de tous les poids. Quand on utilise en nous, on diminue ce risque. Ce qui fait que quand on fait au four, on part et qu'on a assez d'espace, on peut sauvegarder quelque part. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu fasses un match avec 8, ou bien que tu fasses un match avec 2, et que tu accumules en 4. Si tu le sauves dans le même moment, tu vas toujours dans le même moment. En fait, je pense qu'on peut sauvegarder. Mais la différence, c'est le fait de sauvegarder. La différence, c'est sur le fait de changer les stocks de modifier les poids en même temps. Et puis, on a l'espace pour les sauvegarder. D'accord, on va calculer. Et donc, Mais il n'y a pas moyen de dépasser le level de la politique, parce que là, c'est le fait. D'avancer Donc, finalement, il n'y a pas des dates pour les en général, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des, il y a des outils comme List. J'ai un peu oublié le nom là, mais like, tu peux aller sur leur GitHub et tu vas voir en fait tous les paramètres qui sont définis par défaut. Tu vas voir par exemple en R égale à 32, en LoRa alpha égale à 32 aussi, et ensuite tu peux les utiliser. Et tu vas d'ailleurs évaluer ton modèle. Donc la meilleure façon d'évaluer ton modèle, c'est toi par rapport à tes connaissances que tu as sur ton jeu de données. Parce que s'il est un peu difficile d'évaluer un large language model. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux essayer de tweaker, en fait, de faire de l'hyperparameter optimization, c'est-à-dire de prendre un intervalle, par exemple. Je te dis, voilà, moi, mon R, je lui donne, disons, un intervalle entre 8 et 64. OK? Et voilà, mon LoRa alpha, je vais le définir comme 2 fois R. Et tu peux utiliser des outils comme Optimus pour faire de la recherche. Et lui, il va te dire, en fait, voici les hyperparamètres les plus optimales par rapport à ton jeu de données. Ça s'appelle Optina. Ouais, Optima, c'est un outil en fait pour faire de l'hyperparameter optimization. Donc, c'est en partant en fait, il va faire des calculs sur l'intervalle que tu lui as donné. Et il va te dire, bon, d'après les calculs que j'ai fait, voilà le meilleur hyperparamètre que tu peux utiliser en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle prédéfinie en disant que voilà, si j'utilise Mistral, voilà le genre d'hyperparamètre que je dois avoir. C'est vraiment par expérimentation, ce qui est par essence l'essence un peu du deep learning en fait. Est-ce qu'on peut avoir cette approche-là avec les algorithmes de recherche qui peuvent permettre de recherche? Est-ce qu'on peut les Avoir ces paramètres à travers des algorithmes de recherche pour recherche?
Comme quel type d'algorithme de recherche? Google Search. Bon, je pense pas l'avoir une fois fait, mais bon, peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible. En tout cas, moi, ce que je fais en général, c'est que je parle souvent sur les hyperparamètres qui ont déjà été définis sur un problème. Et parfois, j'ai des articles de blog ou des papers. Et j'essaie de voir, en fait, j'essaie de jouer avec pour voir quel est le résultat que ça me donne. Et si je peux éviter le fameux pillar of memory. C'est toujours comme ça que je m'y prends, en fait. Parce que voilà, au final, c'est juste de l'expérimentation, en fait, quand on fait du diplôme. Donc, voilà un peu pour les arguments, les training arguments. Donc là encore, on peut utiliser en fait l'API SFT Trainer. Donc, on va définir un peu notre modèle. Là, il y a le training dataset qu'on va définir. Et bon, disons que là, je l'ai fait un peu juste pour un peu provoquer en fait, qui est l'évaluation dataset. Je vais donner le dataset de training. Parce qu'il faut savoir que, en fait, le concept de double-fitting, ce n'est pas si mal vu en fait en large language models. Parce qu'en machine learning, on nous a toujours appris que tu dois avoir un dataset pour ton entraînement, un autre pour l'évaluation, un autre pour le test. Bah là, si tu veux, tu peux te permettre de, comment dirais-je, de refitter un peu ton large language model. Même si tu veux le définir à dataset. Mais là, je l'ai juste donné les 30 premières lignes en fait. Parce que voilà, mon GPU ne me le permettait pas et puis voilà, ça coûte un peu cher. Mais sinon, oui, si tu as le temps, si ça peut tu peux te le permettre, tu peux utiliser le dataset de ton training comme évaluation. Ou si tu veux, si tu peux respecter les règles de base, en fait, c'est-à-dire avoir 1000 exemples pour ton training et disons 200 exemples pour ton évaluation. Et là, c'est la partie où on va définir en bas le PFT config qu'on avait défini en haut pour les configurations, pour le LoRa. Et voilà, le dataset text fields. Donc là, on va spécifier la colonne qui nous intéresse dans notre jeu de données, c'est-à-dire la colonne qui contient l'instruction, l'input et l'output. On va définir aussi un max sequence length qu'on avait défini en haut, qui est de 1024, je pense. Le tokenizer, les training arguments. Et il y a aussi le paramètre packing égale true. Donc, ici, l'idée, c'est en fait au lieu de chaque batch en fait lui donner un texte, on peut regrouper les textes et leur donner un contexte qui est assez grand, qui va correspondre en fait au max sequence length. Et on va les utiliser en fait ensemble dans le même batch en fait. Et on va les donner des end of sequence tokens. Et donc c'est un paramètre qui va faciliter en fait l'entraînement. Pardon. Allez, Dendi. Connais ça, ne plus. Mais bon, léegi nii la rek bu mu demee available. Donc voilà en fait pour le packing en fait qui va nous permettre d'accélérer un peu l'entraînement de notre fine tuning en fait. Mais vous pouvez aussi le définir à force si vous voulez. Donc là en fait après avoir fait ça on fait l'entraînement, on fait le trainer point train. Donc ici nous on avait utilisé weights and bias. Si on clique ici, on peut avoir une visualisation en fait. Oups. Attends, c'est ici. Voilà, donc là, ça va nous permettre un peu de voir en fait comment évolue notre training loss ici. On peut visualiser donc avec weights and bias. Et donc, après avoir fait l'entraînement, je pense que l'entraînement de ce modèle ça a pris dans les 1h30 pour un T4. Ce qui veut dire que vous pouvez reproduire le modèle, en fait le notebook sur la version gratuite en 12 heures. Donc là, après, on va stocker le modèle qu'on vient d'entraîner dans le new model.
Et pour le tester, on va par exemple prendre un texte de manière random. On va donner une instruction identifier l'entry et on va donner en input trois mots en fait, Twitter, Instagram, Telegram. Et on va lui demander en fait comment dirais-je, de générer en fait la réponse sur le format Alpaca. Et là, on peut utiliser le pipeline de Hugging Face pour un peu tester notre modèle. Et on voit que voilà, il nous a donné Telegram en fait comme résultat. Et là, on peut le comparer un peu avec le résultat cible qui est là, je pense. Ouais. Donc là, on voit que l'instruction, il nous dit identifier l'entry, il nous donne Twitter, Instagram, Telegram. Et normalement, le résultat ça doit être Telegram. Donc une manière en fait qu'on aurait pu faire pour comparer les deux, c'est de donner en fait cette même instruction-là au Mistral 7B de base qui n'a pas été fine-tuné et de lui demander d'identifier l'entry à partir du texte qu'on lui a donné. Et on aurait vu que voilà, il aurait serait permis un peu d'halluciner parce qu'il n'avait pas en fait ce contexte-là. Il n'a pas été fine-tuné pour ça. Donc c'est un peu ça en fait l'idée. Et bon, derrière, bof, j'ai dû supprimer le trainer parce que je n'aurais pas dû faire avant de. Donc là, c'est juste pour libérer un peu plus de mémoire en fait. On utilise ce code-là. Et après, voilà, je voulais parler de ça aussi. Donc là, c'est le code que l'on utilise un peu pour pusher le modèle sur le Hugging Face. Et normalement, bon, si je pouvais, vous aurez vu en fait ici par exemple des dossiers comme result qui auraient contenu tous les checkpoints de notre modèle d'entraînement et aussi le dossier qu'on va appeler, je sais pas, Galsen AI Meetup qui va contenir nos adapteurs. Mais j'ai chargé le modèle sur mon Hugging Face. Je pense, attends, je le cherche. Voilà. Donc là, en fait, bon, je l'ai chargé un peu à la main, mais voilà. En gros, c'est ça qu'on doit avoir en fait comme adapteur. Vous allez voir qu'il y a trois fichiers qui sont là, en fait. Juste le readme, le adapteur config.json que l'on peut lire. Et une fois là-bas, on voit qu'on a des informations sur le modèle de base qu'on a utilisé, qui est le Mistral 7B version V01. Je pense que aussi il y a des hyperparamètres qu'on peut retrouver. Voilà, le LoRa alpha, on le retrouve ici, qui est égal à 32. Le dropout est égal à 0.005. Donc là, ce qu'on vient de pusher sur Hugging Face, c'est en fait l'adapteur, pas le modèle dans son entièreté. C'est l'adapteur qu'on vient d'entraîner. Et voilà, donc sur le purpose de Kilora, il est suggéré en fait de faire un merging en fait, de merger l'adapteur que tu viens d'entraîner avec le modèle de base avec lequel tu l'as fine-tuné, qui est le Mistral 7BV01. Donc voilà, c'est le code qu'on doit utiliser. Mais si on l'exécute, on aura un CUDA out of memory parce que malheureusement, Colab nous donne juste 6 Go de mémoire. Mais tu peux aussi réutiliser le code qu'on avait fait plus haut pour charger le modèle en 4 bits et ensuite ajouter l'adapteur, ajouter l'adapteur à ce modèle de 4 bits qu'on vient de charger. Après, il y a une petite subtilité. Donc là, c'est le merge and unload, c'est le code qui permet en fait de merger l'adapteur que tu as avec ton modèle de base. Mais j'ai récemment lu des articles, des blogs qui disent que en fait, quand tu fais ça, tu diminues la capacité de ton modèle. Donc moi, je ne le fais plus, je ne le recommande plus. Au contraire, moi, ce que je fais, c'est je me limite juste à faire ça en fait. Modèle égal à PFT modèle from pre-training. Donc là, je prends juste le modèle et j'ajoute l'adapteur au-dessus de ce modèle-là. Donc, supposons que vous avez fait un fine-tuning pour avoir un adapteur qui est capable de générer du code en SQL. Et que demain, vous voulez entraîner un autre adapteur pour générer du code en JavaScript ou en Python. Vous pouvez faire un switching en fait. Il suffit juste de changer le new modèle avec l'adapteur que vous avez. Donc, si vous voulez utiliser juste du SQL
vous pouvez utiliser l'adapteur que vous venez d'entraîner pour faire du SQL. Si vous voulez utiliser l'adapteur que vous avez entraîné pour faire du JavaScript, vous allez juste remplacer en fait avec l'adapteur du JavaScript en fait. Et il y a aussi d'autres techniques qui sont beaucoup plus poussées, qui est le LLM merging, c'est-à-dire l'idée de merger plusieurs adapteurs qui ont chacune d'elles des capacités différentes. Donc, disons que tu vois un modèle qui est à la fois bon pour générer du code en SQL ou en JavaScript. Donc, tu peux merger les deux adapteurs pour te retrouver avec un modèle qui est capable de faire les deux. Mais après, il faudra jouer avec des hyperparamètres et il y a plein de techniques. Ouais. Une question, c'est plus philosophique. Ok, oui. Est-ce que c'est ce genre de technique que marche pour avoir ce que vous appelez les AGI, Alors, les AGI? Ouais. Ok. Ouais, c'est une approche, je pense. Après, je ne pense pas qu'avec juste 7 milliards de paramètres, on pourra avoir une AGI. Mais c'est une approche, en fait, dans la recherche. L'idée, c'est de se dire que, voilà, on a un modèle de base qui a appris, qui a des capacités de généralisation pour faire plein de tâches. Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on lui arrive à merger ces modèles-là, chaque modèle ayant une spécialisation qui lui est propre. Et on voit que quand on effectue ce merging-là, les modèles qui sont mergés sont souvent meilleurs que les modèles de base. Et ça, on peut le vérifier dans le OpenLLM Leaderboard, qui va utiliser en fait une évaluation humaine au lieu voilà, parce que c'est la meilleure façon en fait d'évaluer les LLM. Parce que tous les métriques qu'on a, les rouges, les bleus, ne sont pas assez efficaces par rapport au LLM. Ce qu'on utilise, c'est soit GPT-4, qui est ce qui se rapproche le plus de l'être humain, ou on prend les évaluations humaines. Et donc, des OpenLLM Leaderboard sont utilisés pour ça. Après, pour moi, les GI, ce n'est pas important. Dès l'instant où je peux utiliser les LLM et gagner de l'argent, ça me va. Quoi. Donc, voilà, c'est des questions philosophiques, je pense, qu'on va laisser aux Américains. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment, en fait, un LLM va régler mon problème au jour le jour. Et comme je disais, en fait, il faut être agnostique. Tu peux utiliser aujourd'hui Mistral. Récemment, il y a Llama 3 qui est sorti avec d'excellents résultats, en fait, pour un modèle de 8 milliards de paramètres.